Je n'oublierai jamais ce matin où tout a basculé. Le soleil filtrait à peine à travers les volets, et l'appartement était baigné d'une lumière douce, presque rassurante. J'avais préparé mon thé, posé la tasse sur la table près de mon fauteuil favori, et je m'apprêtais à relire mes carnets pour planifier ma journée. Tout semblait normal, comme chaque matin depuis des années. Puis le téléphone a sonné. C'était le bureau du notaire, et sa voix, froide et neutre, m'a glacé le sang. « Madame, nous avons remarqué que votre contrat ou document a été signé. Cependant, il semble que la signature ne corresponde pas à vos habitudes. Je n'ai pas compris au début. » Mon esprit a vacillé entre confusion et incrédulité. Puis le mot « signature » s'est imposé, avec une clarté brutale. Ma belle-fille avait signé à ma place. Chaque phrase, chaque mot prononcé par la secrétaire du notaire résonnait dans mon esprit comme un coup de tonnerre. Je me suis assise, incapable de bouger, le carnet bleu ouvert sur mes genoux. Tout ce que j'avais construit, chaque décision prise pour gérer ma vie, mes biens et mes affaires, semblait être remis en question. La violation n'était pas seulement légale, mais profondément personnelle. Une atteinte à ma dignité, à mon autonomie, à ma confiance en moi-même. Je me suis rappelé les années passées à gérer mes comptes bancaires, à signer mes contrats avec soin, à suivre chaque facture et chaque démarche administrative. Chaque signature que j'avais apposée était le symbole de ma capacité à prendre soin de moi et de ma vie. Et voilà que, à 70 ans, quelqu'un avait osé usurper ce geste, me priver de mon droit fondamental de décider pour moi-même. Je me suis levée et ai regardé par la fenêtre. Le jardin, les fleurs que j'avais arrosées avec tant d'attention, le carnet posé sur la table, tout semblait soudain étrange, comme si une partie de ma vie avait été effacée sans que je le sache. La maison, mon refuge, était devenue le théâtre silencieux de cette trahison. Je repensais aux derniers mois, aux petites manipulations que j'avais observées sans y prêter attention. Des documents déplacés, des remarques sur mes choix, des interventions subtiles dans mes démarches. Tout prenait maintenant un sens clair. Ce n'étaient pas des coïncidences ou des oublis. C'était une préparation méthodique pour me priver de ma voix et de mes droits. Le choc s'accompagnait d'un mélange de colère et de lucidité. Je savais que je ne pouvais pas réagir dans l'émotion. La moindre imprudence pourrait compliquer ma situation. Il fallait réfléchir, analyser, documenter et préparer une réponse solide. Je pris mon carnet bleu et commençai à écrire chaque détail. La date, l'heure, le document en question, les mots entendus et les gestes qui avaient pu conduire à cette situation. Chaque ligne tracée était une affirmation de ma vigilance et un premier pas vers la justice silencieuse. Je me souviens d'avoir relu des pages de mon carnet, observé mes relevés bancaires, les copies de mes contrats, tout ce qui témoignait de mon autonomie et de ma constance. Ces preuves silencieuses, accumulées au fil des années, allaient devenir mes armes pour contrer cette trahison. Puis, je me suis assise, le thé refroidissant sur la table, et j'ai respiré profondément. Une pensée claire est apparue. Je ne laisserai pas cette manœuvre passer. Je défendrai ma vie et mes droits, avec patience, méthode et preuves irréfutables. Ce n'était pas seulement une question de légalité, mais de dignité personnelle. Chaque geste de ma belle-fille, chaque signature falsifiée, chaque tentative de manipulation allait maintenant être observée, notée et transformée en preuve pour restaurer ma justice et mon autonomie. Les semaines à venir seraient un mélange de vigilance, de collecte de preuves, de rencontres avec le notaire et de préparation méthodique. Mais, au fond de moi, un calme étrange commençait à s'installer. La certitude que, malgré la trahison, la vérité et la justice seraient de mon côté. Et dans ce silence, je me suis promis. Je ne crierai pas. Je ne supplierai pas. Je me tiendrai droite, calme et méthodique. Ma justice sera silencieuse, précise et irréfutable. Avant ce matin de choc,
Ma vie était rythmée par une indépendance que j'avais construite avec patience et détermination. Chaque geste, chaque décision, chaque signature portée sur un document témoignait de ma capacité à gérer mes affaires et à prendre soin de moi-même. Mon carnet bleu, toujours ouvert sur la table près de mon fauteuil, conservait depuis des années le récit silencieux de ma vie autonome. Mes relevés bancaires, mes factures payées à temps, mes rendez-vous, mes lettres, chaque détail minutieusement consigné pour garder la trace de mon organisation et de ma responsabilité. Je me souviens de la fierté que j'éprouvais à préparer mes comptes, à vérifier chaque transaction, à anticiper chaque dépense. La banque n'était pas seulement un lieu de transaction, elle était le symbole de ma lucidité et de ma maîtrise de ma vie. Je connaissais chaque chiffre, chaque mouvement, chaque engagement, chaque décision financière, chaque signature sur un contrat, chaque règlement effectué à temps, attestait que j'étais pleinement capable de gérer mes affaires sans assistance. Mon appartement, que j'avais aménagé avec soin, reflétait ma vie autonome. Les clés du buffet, celles de l'appartement, les documents soigneusement classés, les meubles arrangés selon mes goûts et mes habitudes, tout portait la marque de mon contrôle. Même les fleurs du balcon, arrosées chaque matin, symbolisaient cette attention quotidienne et cette constance dans mes responsabilités. Mon espace était le reflet tangible de ma liberté et de ma capacité à décider pour moi-même. Les relations familiales étaient également organisées selon mon choix et mon rythme. Je décidais quand recevoir mes enfants, quand passer du temps avec ma petite fille, et comment partager ces moments. Même dans la bienveillance, j'avais appris à tracer mes limites et à protéger mon autonomie. La vie sociale n'était pas un fardeau, mais un champ dans lequel je pouvais exercer ma lucidité et ma vigilance, avec équilibre et discernement. Chaque décision importante, qu'il s'agisse de gérer un dossier administratif, de régler une facture ou de signer un contrat, était prise avec conscience et précision. Je savais que mes choix avaient des conséquences et je les assumais pleinement. Chaque geste, chaque action, chaque signature portait la marque de ma responsabilité et de ma liberté. La constance de ces pratiques avait forgé ma réputation de personne fiable et compétente, et j'avais construit autour de moi un espace de confiance et de sécurité. Lorsque j'ai appris que ma belle-fille avait signé à ma place, le contraste avec ma vie autonome m'a frappé avec une force douloureuse. Tout ce que j'avais fait pour assurer ma liberté et ma dignité semblait remis en question. Les années de vigilance, les preuves de ma capacité à gérer ma vie, tout cela était menacé par une seule action non autorisée. La violence de ce geste ne résidait pas seulement dans l'illégalité de la signature, mais dans le message implicite. Vous n'êtes pas capable. Vous n'avez pas votre mot à dire. Pourtant, cette vie autonome, patiemment construite, me donnait une force inébranlable. Chaque facture réglée, chaque document signé, chaque décision réfléchie devenait un point d'ancrage pour contrer cette injustice. Mon carnet bleu, témoin silencieux de ma rigueur et de ma constance, était prêt à servir de preuve. Il contenait des années de décisions, d'observations et d'actes, toutes les preuves tangibles de mon autonomie et de ma capacité à gérer ma vie. Je me souvenais des moments où j'avais dû défendre mes choix contre des avis contradictoires ou des conseils bien intentionnés mais erronés. Chaque fois, j'avais appris à observer, analyser et prendre des décisions en toute conscience. Cette expérience passée me donnait la certitude que je pourrais, malgré la trahison de ma belle-fille, défendre mon droit à décider et ma dignité. Même les gestes du quotidien, souvent banals, prenaient maintenant une signification nouvelle. La gestion de mes lettres, de mes papiers, la disposition de mes meubles et la tenue de mon carnet étaient des preuves silencieuses de ma responsabilité et de ma constance. Ces habitudes, cultivées pendant des décennies, allaient devenir les fondations de ma défense légale et morale. En repensant à cette vie d'avant, je me suis rendu compte combien l'autonomie était précieuse. Elle m'avait permis de traverser des épreuves,
de rester lucide dans les moments difficiles et de protéger ma dignité. Elle me permettait maintenant de planifier ma réaction face à la violation de ma liberté. Rassembler les preuves, contacter la banque et le notaire, et préparer la confrontation avec méthode et patience. Chaque geste, chaque document, chaque ligne dans mes carnets constituait un fil de ma stratégie. Tout ce que j'avais accompli et documenté allait devenir le socle de ma justice silencieuse, prête à être déployée pour rétablir la vérité et protéger mon autonomie. Le choc initial ne pouvait pas me déstabiliser, car je savais que ma vie et mes décisions étaient fondées sur des faits irréfutables et des preuves solides. Et tandis que je me préparais mentalement à cette bataille, une résolution s'imposa. Je ne laisserai pas ce geste non autorisé effacer ma vie autonome. Chaque signature falsifiée, chaque manœuvre pour me priver de ma liberté allait être confrontée à la vérité de mes actes, à la constance de mes habitudes et à la force tranquille de mes preuves. La méthode et la patience allaient triompher de la trahison et de l'injustice. Au début, tout semblait subtil, des gestes presque anodins, des détails que j'aurais pu ignorer si je n'avais pas appris à observer au fil des années. Chaque mot, chaque silence, chaque action de ma belle-fille traçait une ligne invisible entre ce que je pouvais ou ne pouvais plus faire. Ces petites humiliations, presque imperceptibles, s'accumulaient comme des gouttes d'eau dans un vase. Elles ne semblaient rien à première vue, mais ensemble, elles menaçaient de déborder. Le matin, en ouvrant le courrier, je remarquai que certaines lettres de la banque étaient annotées. Voir avant maman. Ces mots, anodins pour un œil non averti, me rappelaient que ma capacité à gérer mes finances était désormais remise en question. Je n'avais plus un accès direct, libre et simple à mes relevés ou à mes documents, comme si ma présence et ma responsabilité étaient suspectes. À table, les conversations sur mes affaires se déroulaient souvent sans moi. On discutait de contrats, de démarches administratives, de décisions financières, comme si je n'avais plus mon mot à dire. Même lorsque je voulais intervenir ou poser une question, ma parole semblait être interrompue, minimisée ou accueillie par un silence embarrassé. Ce sentiment d'invisibilité, de perdre progressivement ma voix dans ma propre vie, était profondément humiliant. Les visites à la banque, autrefois simples et directes, étaient désormais une épreuve. Ma belle-fille insistait pour m'accompagner, surveiller mes gestes, commenter mes décisions, parfois corriger ou intervenir à ma place. Elle prétendait que c'était pour mon bien, mais je voyais clair dans son jeu. Elle essayait de créer l'illusion de ma dépendance, de faire croire aux tiers que j'étais incapable de gérer mes affaires. Chaque geste, chaque mot, chaque regard devenait un test de ma patience et de ma lucidité. Il y avait aussi les documents à la maison. Certaines lettres ou papiers disparaissaient temporairement, réapparaissaient annotés ou déplacés, mes propres clés, mes factures, mes carnets. Tout était soumis à son contrôle. Même mes habitudes quotidiennes, comme gérer le courrier, organiser mes papiers ou classer mes documents, étaient surveillées. Je ressentais que mon autonomie était grignotée doucement, insidieusement, par des gestes calculés. Chaque remarque, chaque commentaire sur mes décisions ou mes choix était destiné à me faire sentir incapable, fragile, dépendante. Un matin, elle m'avait dit d'un ton presque affectueux: « Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Ce sera plus simple pour toi. » Ces paroles, légères en apparence, portaient en réalité la lourdeur de la manipulation, me faire passer pour quelqu'un qui ne pouvait pas gérer sa vie, préparer le terrain pour signer des documents à ma place. Pourtant, malgré ce contrôle et cette accumulation de petites humiliations, je gardais ma lucidité. Je notais tout dans mon carnet bleu. Chaque mot, chaque geste, chaque détail suspect. Chaque note constituait une preuve silencieuse de la stratégie de ma belle-fille et de sa tentative de me priver de ma voix et de mon autonomie. Mon carnet devenait un allié indispensable, un témoin impartial de ce que je vivais,
prête à être utilisée au moment venu pour rétablir la vérité. Les petites humiliations affectaient également mes interactions sociales. Mes amis et voisins remarquaient parfois la tension dans la maison, la surveillance subtile de mes gestes, la réduction de ma liberté dans la gestion de mes affaires. Certains posaient des questions à voix basse, d'autres me regardaient avec étonnement et inquiétude. Je sentais que ma vie était observée, mais je savais qu'aucune manipulation ne pourrait effacer ce que j'avais construit et documenté avec soin. Chaque soir, je prenais le temps de relire mes notes, d'analyser les événements du jour et de réfléchir à mes prochaines étapes. Le carnet bleu était ouvert, la lumière douce éclairait mes pages, et je notais chaque détail. Lettres annotées, interventions à la banque, documents déplacés, remarques sur mes choix. Ces petits gestes et paroles de ma belle-fille, apparemment insignifiants, allaient constituer la base solide de ma défense future. J'observais aussi mes propres réactions. Malgré la frustration et l'humiliation, je ne laissais pas la colère me submerger. Je savais que chaque émotion mal placée pourrait être utilisée contre moi. La patience, le calme et la méthode étaient mes alliés les plus puissants. Je préparais mentalement chaque interaction, chaque démarche, en anticipant les pièges et en planifiant la manière de les neutraliser par des preuves tangibles et irréfutables. Chaque geste quotidien prenait une importance nouvelle. Le simple fait de classer mes documents correctement, de préparer mes relevés bancaires et de vérifier mes contrats devenait un acte de résistance silencieuse. Chaque action était une affirmation de ma capacité à gérer ma vie, malgré les tentatives de contrôle et de manipulation. Au fil des semaines, je comprenais que ces petites humiliations n'étaient que la préparation d'un acte plus concret, la signature à ma place. Les indices étaient là depuis longtemps. Le contrôle subtil, la surveillance, les annotations sur le courrier, les interventions répétées, tout était organisé pour créer l'illusion de ma dépendance. Et moi, je devais être prête à transformer cette série de gestes insignifiants en preuves tangibles pour ma future défense. Dans le calme de la nuit, assise avec mon carnet, je me promettais silencieusement, je ne céderai pas. Chaque petite humiliation, chaque contrôle subtil, chaque intervention non autorisée serait consignée, analysée et utilisée pour rétablir ma vérité et protéger ma dignité. Je savais que le moment viendrait où la manipulation serait confrontée à la réalité de mes preuves et je serais prête. Ainsi, malgré la frustration et l'injustice ressentie, ces petites humiliations et ce sentiment d'isolement étaient devenus pour moi une source de force tranquille. Un rappel que la vigilance, la patience et la méthodologie sont des armes redoutables contre les manipulations et les injustices. Chaque note, chaque observation, chaque preuve minutieusement conservée allait contribuer à ma justice silencieuse qui se préparerait pour le moment de la confrontation. Un après-midi, alors que je classais mes documents dans le salon, une enveloppe au nom du notaire attira mon attention. Elle avait été glissée discrètement entre d'autres courriers et quelque chose dans sa présentation m'intrigua immédiatement. En l'ouvrant, mon cœur se serra. Le document à l'intérieur n'était pas seulement important, il portait ma signature, mais pas la mienne. Chaque lettre, chaque trait, chaque courbe semblait familière, mais l'ensemble, quelque chose clochait. Je reconnus immédiatement la manipulation. J'ai pris une profonde inspiration et relus attentivement le document. Il s'agissait d'un contrat bancaire majeur, celui qui régissait certaines de mes décisions financières. Mais en examinant de plus près, je compris que ma belle-fille avait signé à ma place, comme si elle avait cru pouvoir effacer mon autorité et ma voix dans ma propre vie. Mon nom était bien là, mais mon geste avait été usurpé. Un mélange de choc, de colère et d'incrédulité m'envahit. Je me suis assise, tremblante, le carnet bleu ouvert sur mes genoux. Tout ce que j'avais construit, chaque décision réfléchie, chaque signature légitime, chaque preuve de ma rigueur et de mon autonomie, était remise en question par un seul acte.
Une signature falsifiée, un geste non autorisé, un viol de mon droit le plus fondamental. Je repensais aux mois précédents, aux petites humiliations et aux interventions subtiles, les lettres annotées, les visites à la banque surveillées, les documents déplacés, tout prenait maintenant un sens clair et alarmant. Ce n'étaient pas des coïncidences, c'était une stratégie méthodique, destinée à créer l'illusion de mon incapacité et à me priver de ma voix. Cette signature falsifiée n'était que l'aboutissement de cette manipulation. Je me levai, marchant dans l'appartement avec le document à la main. Les murs, témoins de mes années de vigilance et de patience, semblaient silencieusement soutenir ma détermination. Je savais que je devais agir, mais avec prudence. La colère seule ne suffirait pas. Chaque geste devait être réfléchi, chaque mot consigné, chaque preuve rassemblée. La stratégie devait être parfaite pour contrer cette injustice. Je pris mon carnet bleu et commençai à noter chaque détail, l'heure et la date de la découverte, le document concerné, le type de signature, les anomalies, les gestes de ma belle-fille que j'avais observés au fil du temps. Chaque note, chaque observation était un pas vers la constitution d'un dossier irréfutable. Je devais transformer cette trahison en preuve, cette violation en argument juridique solide. Puis je repensais à mes relevés bancaires, à mes contrats et à toutes les décisions que j'avais prises avec soin au fil des années. Chaque document devenait maintenant un témoignage tangible de ma compétence et de ma constance. Les factures payées régulièrement, les virements effectués en temps et en heure, la gestion complète de mes affaires financières, tout cela allait servir de base pour démontrer que j'étais parfaitement capable de gérer ma vie et mes affaires. Je compris aussi qu'il me fallait des témoins. La plus évidente était ma banquière, qui connaissait ma rigueur et mon autonomie depuis des années. Son témoignage pourrait confirmer que j'avais toujours été capable de signer mes documents et de gérer mes comptes sans aide. D'autres témoins, amis et voisins, pourraient également attester de ma capacité à gérer ma vie quotidienne et mes responsabilités financières. Chaque voix corroborative serait une pierre supplémentaire dans l'édifice de ma justice silencieuse. Je décidai de contacter immédiatement Maître Perrin, mon notaire de confiance. Son expertise serait essentielle pour analyser le document, vérifier les signatures et préparer une action légale solide. Avec lui, je pourrais déterminer les démarches exactes pour contester cette signature et restaurer mes droits, tout en garantissant que ma dignité et mon autonomie soient respectées. Pendant les heures suivantes, je parcourus chaque document que je pouvais trouver, comparant signatures, notes et correspondances. Je relevais les anomalies, consignais les preuves et planifiais chaque étape de ma réaction. Le carnet bleu était mon allié, chaque mot écrit devenant une preuve supplémentaire que ma vie et mes décisions m'appartenaient. Je me souviens d'un moment précis, assise près de la fenêtre, observant le jardin et les fleurs que j'avais cultivées pendant des années. La lumière douce du matin éclairait mes documents étalés sur la table, et j'ai ressenti une étrange clarté. Chaque action, chaque note, chaque observation m'avait préparé à ce moment. Je n'étais plus seulement victime de la manipulation. J'étais prête à transformer cette injustice en victoire irréfutable et méthodique. Je compris alors que la bataille ne serait pas bruyante. Je n'avais pas besoin de crier, de supplier ou de montrer ma colère. La méthode, la patience et les preuves seraient mes seules armes. La signature falsifiée de ma belle-fille ne serait pas une humiliation persistante, mais un catalyseur pour défendre ma dignité, ma liberté et ma capacité à décider. Ainsi, ce document, découvert par hasard, devint le déclencheur de toute ma préparation légale. Chaque geste de ma belle-fille, chaque petite manipulation des mois précédents, était maintenant consigné, analysé et transformé en argument. J'étais déterminée à prouver que je n'étais pas dépendante, que ma signature était ma voix, et que personne n'avait le droit de la falsifier. Dans le calme de l'après-midi,
J'ai fermé le carnet, pris une profonde inspiration et murmuré pour moi-même. Cette injustice ne passera pas. Je vais défendre ma vie, ma liberté et ma dignité. Le silence et la méthode seront mes armes. Les jours qui suivirent la découverte de cette signature falsifiée furent marqués par des nuits longues et silencieuses. L'appartement, autrefois refuge paisible, semblait maintenant absorber chaque inquiétude. Je restais éveillé dans mon fauteuil, carnet bleu ouvert sur mes genoux, à relire chaque mot, chaque ligne, chaque observation que j'avais notée depuis des mois. Chaque détail semblait prendre un nouveau sens à la lumière de cette trahison. Je repensais aux petits signes qui avaient précédé ce geste. Les lettres annotées de la banque, les interventions insistantes de ma belle-fille lors de mes démarches, la surveillance subtile de mes actions. Tout cela ne relevait plus de l'anecdote, mais d'une stratégie consciente pour me priver de ma liberté et de ma voix. Chaque humiliation, chaque contrôle, chaque commentaire sournois prenait désormais une valeur de preuve, un indice de la manipulation systématique que j'avais subie. Assise dans la pénombre, je pris une profonde inspiration et commençai à dresser mentalement la liste de mes prochaines actions. La colère était là, mais elle se mêlait à la lucidité. Je savais que toute réaction impulsive pourrait compromettre mes efforts. La méthode et la patience seraient mes armes les plus efficaces. Il fallait agir avec précision, rigueur et calme. Mon carnet bleu devint mon confident. J'y consignais chaque observation, la date et l'heure de la découverte, les anomalies de la signature, les interventions suspectes, chaque parole ou geste de ma belle-fille qui témoignait de son intention de me faire passer pour incapable. Chaque mot écrit me permettait de structurer ma pensée et de préparer un plan d'action cohérent et méthodique. Je passais en revue tous mes documents, relevés bancaires, contrats, lettres, factures, copies de correspondance. Chaque pièce devenait une preuve concrète de mon autonomie et de ma capacité à gérer mes affaires. Les mois de surveillance et de petites humiliations s'éclairaient maintenant comme un schéma. Tout devait être documenté, classé et prêt à être présenté si nécessaire. Je réfléchissais aussi aux témoins. La plus évidente était ma banquière, qui pouvait confirmer mon autonomie financière depuis des années. Son témoignage serait crucial pour contredire toute accusation de dépendance ou d'incapacité. D'autres témoins, des voisins et des amis proches, pourraient attester de ma vie quotidienne indépendante, de ma gestion de mon appartement et de ma capacité à prendre des décisions responsables. Chaque voix corroborative renforcerait ma défense. Les nuits étaient ponctuées de moments de réflexion intense. Je planifiais chaque étape. Comment présenter les documents au notaire, comment organiser les preuves, comment articuler les témoignages et comment anticiper les arguments de ma belle-fille. Chaque scénario, chaque conversation potentielle était envisagée, chaque détail analysé. Le calme et la préparation étaient désormais ma stratégie la plus puissante. Je passais également du temps à relire mes relevés bancaires et mes anciens contrats, comparant attentivement chaque signature, chaque annotation, chaque date. Je notais les anomalies et les incohérences. Chaque preuve, chaque détail était un outil de défense, prêt à être utilisé pour démontrer que je n'étais ni dépendante, ni incapable de gérer mes affaires. Je réfléchissais aux démarches légales nécessaires. Le notaire devait être informé, le dossier préparé avec minutie. Il fallait que chaque document soit irréprochable, que chaque preuve soit solide et que chaque étape administrative soit anticipée. La patience était essentielle. La précipitation pourrait compromettre toute la stratégie. Pendant ces heures d'introspection, je pris conscience de la force silencieuse qui m'accompagnait. Les humiliations, les tentatives de contrôle et cette signature falsifiée étaient devenues le catalyseur d'une détermination tranquille, mais inébranlable. Chaque note écrite, chaque document préparé, chaque réflexion menée avec soin
renforçait ma confiance en ma capacité à défendre ma dignité et ma liberté. Je me souvenais des moments où j'avais géré seul mon argent, mes contrats et mon quotidien. Tout cela constituait une base solide pour ma défense. Je savais que la vérité, étayée par des preuves tangibles et des témoignages crédibles, triompherait. Les mois de patience et de vigilance avaient porté leurs fruits. J'étais prête à transformer cette injustice en victoire juridique et morale. Chaque nuit, avant de fermer le carnet, je notais un rappel essentiel. Je ne devais pas laisser mes émotions guider mes actions. La colère et la frustration étaient naturelles, mais la méthode et le calme devaient dominer. Mon plan devait être irréprochable, chaque preuve solidement documentée, chaque témoignage prêt à être présenté. La justice silencieuse serait mon arme et la patience mon allié. Ainsi, l'introspection et la planification devinrent le cœur de ma préparation. Chaque détail noté, chaque preuve rassemblée, chaque stratégie envisagée me rapprochait de la confrontation à venir. Le moment viendrait où je pourrais démontrer, de manière irréfutable, que je n'étais pas dépendante, que ma signature était authentique et que ma dignité était intacte. Et dans le silence de la nuit, alors que la lumière tamisée baignait mon carnet bleu et les documents étalés sur la table, je me promis, je vais défendre ma vie, ma liberté et ma dignité. Avec patience, méthode et preuve, je rétablirai la vérité. Le lendemain de mes longues nuits de réflexion, je me suis levée avec un mélange de calme et de détermination, le carnet bleu ouvert sur la table, les documents étalés autour de moi. Je savais que chaque geste allait compter. Il ne s'agissait plus seulement de colère ou d'incrédulité. Il fallait transformer cette trahison en preuve solide, structurée, irréfutable. Ma première démarche fut de contacter Maître Perrin, mon notaire de confiance depuis de nombreuses années. Sa rigueur et sa connaissance de ma situation financière seraient essentielles pour analyser la signature falsifiée et organiser la riposte légale. Lors de notre rendez-vous, je lui exposai chaque détail. La découverte de la signature, les petites manipulations précédentes, les interventions de ma belle-fille à la banque et les anomalies relevées dans les documents. Maître Perrin examina attentivement chaque pièce, notant les incohérences, les signatures suspectes et les annotations douteuses. Ces questions précises m'aidèrent à clarifier ma pensée et à structurer la collecte de preuves. Ensemble, nous élaborâmes une stratégie méthodique. Vérifier chaque signature, classer tous les documents pertinents, identifier les témoins et préparer les attestations nécessaires. Ensuite, j'ai pris rendez-vous avec ma banquière, un témoin essentiel de ma capacité à gérer mes comptes de manière autonome. Lors de notre rencontre, nous avons passé en revue des années de relevés bancaires, de virements et de paiements réguliers. Elle rédigea une attestation officielle confirmant ma pleine autonomie financière et ma rigueur. Son témoignage serait un élément clé pour contrecarrer toute accusation de dépendance. Chaque document, chaque relevé, chaque facture, chaque contrat devenait désormais un outil de défense. Les mois passés à observer, noter et documenter les gestes et paroles de ma belle-fille prenaient enfin tout leur sens. Le carnet bleu, compagnon fidèle de mes nuits d'introspection, s'était transformé en registre vivant de ma vigilance et de ma compétence. Chaque page pouvait être utilisée pour démontrer ma lucidité et ma capacité à gérer ma vie. Je pris également contact avec des voisins et des amis proches qui avaient observé mes activités quotidiennes. Leurs témoignages sur ma capacité à gérer mon appartement, mes finances et mes responsabilités domestiques constitueraient un appui supplémentaire pour prouver mon autonomie. Chaque voix corroborative renforcerait la crédibilité de ma défense et montrerait que mes gestes et mes décisions étaient toujours effectués de manière consciente et responsable. Parallèlement, Maître Perrin et moi avons vérifié les démarches administratives et légales à suivre. Dépôt des documents, procédures à respecter, calendrier précis pour présenter les preuves et les témoignages. Tout devait être parfaitement organisé, car la moindre erreur pourrait donner à ma belle-fille
un levier pour contester ma capacité à gérer mes affaires. La rigueur et la méthode étaient essentielles pour garantir que la vérité prévaudrait. Les jours suivants furent consacrés à classer et organiser chaque élément. Les documents étaient triés par type, datés et annotés. Les relevés bancaires comparés aux signatures habituelles et chaque anomalie relevée. Le carnet bleu servait de guide pour suivre l'avancement de la préparation. Notes sur les témoins, observation des anomalies, planification des rendez-vous et des étapes légales. Tout était méthodiquement consigné pour ne laisser aucune place à l'erreur. Je passais également du temps à relire toutes mes décisions financières et administratives passées. Chaque paiement effectué, chaque contrat signé, chaque document classé, devenait une preuve tangible de ma capacité à gérer ma vie et mes affaires. Ces éléments allaient servir de socle pour démontrer que la signature falsifiée ne pouvait en aucun cas refléter ma dépendance ou mon incapacité. À mesure que je progressais dans cette préparation, je sentais ma confiance grandir. La peur et l'inquiétude initiale avaient laissé place à une force tranquille, née de la certitude que chaque preuve, chaque témoignage, chaque document était désormais aligné pour protéger ma dignité et mon autonomie. Je savais que, lorsque viendrait le moment de la confrontation, j'aurais en main un dossier irréfutable. Chaque soir, avant de fermer le carnet, je relisais mes notes et vérifiais l'ordre des documents. La rigueur et la patience de cette préparation devenaient une arme silencieuse mais puissante. Je comprenais que la victoire ne résidait pas dans le bruit, la colère ou l'agitation, mais dans la précision, la méthode et la preuve concrète. Et tandis que je posais la main sur mon carnet bleu et observais la lumière du soir éclairer les feuilles et les documents, je ressentis une satisfaction calme et profonde. Chaque note, chaque page, chaque document préparé me rapprochait de la justice. La signature falsifiée de ma belle-fille n'était plus un danger. Elle était devenue le point de départ d'une stratégie solide et irréfutable. Je sus alors que la confrontation légale approchait et que j'étais prête. La méthode, la patience et la préparation silencieuse allaient triompher de la trahison. Mon carnet bleu, mes preuves, mes témoins et la rigueur du notaire constituaient une armure solide pour protéger ma vie, ma liberté et ma dignité. Et dans le calme retrouvé de mon appartement, je me promis. La vérité et la justice triompheront par le silence, la patience et la rigueur. Le jour de la confrontation arriva enfin. Le soleil peinait à travers les volets, diffusant une lumière douce sur mon appartement, comme si le monde extérieur savait que quelque chose de décisif allait se passer. J'étais étrangement calme, malgré l'angoisse et la tension qui emplissaient l'air. J'avais passé des semaines à préparer chaque document, chaque note, chaque preuve, et maintenant, il était temps de voir si tout ce travail méthodique allait porter ses fruits. Ma belle-fille était déjà présente au bureau du notaire. Son sourire, autrefois assuré, était maintenant crispé, comme si elle percevait que sa manœuvre risquait de s'effondrer. Elle croyait pouvoir m'intimider, faire douter les témoins ou imposer sa version des faits. Mais elle sous-estimait ma préparation et la solidité des preuves que j'avais rassemblées avec patience et détermination. Maître Perrin ouvrit la séance avec son calme habituel et exposa les faits. Il présenta d'abord les documents que j'avais collectés, relevés bancaires, contrats, correspondances, lettres et notes consignées dans mon carnet bleu. Chaque document était présenté méthodiquement, montrant non seulement l'authenticité de mes signatures précédentes, mais également les anomalies de la signature falsifiée par ma belle-fille. Puis vint le moment crucial, le témoignage de ma banquière. Elle expliqua, avec précision et impartialité, ma constance et ma compétence dans la gestion de mes comptes financiers. Elle confirma que je n'avais jamais eu besoin d'assistance pour signer mes documents ou gérer mes finances, et que ma rigueur et mon autonomie étaient connues et respectées depuis des années. Chaque mot prononcé par elle était un coup direct porté aux accusations implicites de dépendance ou d'incapacité.
À mesure que le témoignage se déroulait, je voyais la tension monter sur le visage de ma belle-fille. Elle ouvrait la bouche pour parler, mais chaque argument qu'elle aurait pu avancer s'éteignait face à l'évidence des preuves et au professionnalisme du notaire et de la banquière. Les documents, les relevés et le carnet bleu parlaient d'eux-mêmes. Ma capacité à gérer ma vie et mes affaires était incontestable. Maître Perrin résuma alors la situation avec une clarté irréfutable. Il expliqua que, selon la loi et les preuves présentées, il n'y avait aucune justification pour imposer une tutelle ou contester mes signatures légitimes. La signature falsifiée de ma belle-fille n'avait aucune valeur juridique et toute tentative d'action supplémentaire serait facilement contestée grâce à la documentation et aux témoignages rassemblés. Je restais silencieuse tout au long de la séance. Je n'avais pas besoin de crier ou de plaider ma cause. La méthode et les preuves suffisaient. Chaque document, chaque mot prononcé par le notaire et la banquière, chaque détail consigné dans mon carnet formait un mur invisible mais solide, me protégeant et rétablissant ma dignité. Ma justice, silencieuse mais implacable, venait de s'imposer. Ma belle-fille tenta encore un sourire, cherchant un soutien dans les regards des témoins, mais elle était désarmée. Sa stratégie patiemment élaborée s'effondrait sous le poids de mes preuves et de ma préparation méthodique. Je la regardais un instant, calme et silencieuse. Je savais que je n'avais pas seulement gagné juridiquement, j'avais prouvé, avec patience et méthode, que ma vie et mes choix m'appartenaient pleinement. À la fin de la séance, Maître Perrin confirma officiellement: la signature falsifiée n'avait aucune valeur, aucune tutelle ne serait imposée, et ma pleine autonomie était reconnue et protégée. Les documents étaient validés, les preuves indiscutables, et la victoire, totale et silencieuse, était acquise. Je ressentis un mélange de soulagement et de fierté. Ce n'était pas seulement une victoire contre la manipulation de ma belle-fille, mais la reconnaissance de toute une vie de décisions réfléchies, de rigueur et d'indépendance. Les mois d'humiliation, les interventions subtiles et les préparations méthodiques avaient porté leurs fruits. Chaque page de mon carnet bleu, chaque relevé, chaque document, chaque témoignage, tout avait contribué à cette réussite. En quittant le bureau du notaire, je sentais une légèreté inconnue depuis longtemps. La bataille était terminée. Ma voix avait été entendue, ma liberté et ma dignité avaient été préservées. La justice n'avait pas crié, n'avait pas exigé d'éclats de colère. Elle s'était imposée par la méthode, la patience et la solidité des preuves. Les jours suivants, je retrouvais la sérénité dans mon appartement, le plaisir des gestes simples et des routines quotidiennes. Préparer mon thé, arroser mes fleurs, relire mes carnets et organiser mes documents redevenaient des gestes de plaisir et non de vigilance. Chaque détail de mon quotidien était désormais sous mon contrôle, symbolisant la liberté et la dignité retrouvées. Je repensais aux tensions familiales qui avaient précédé cette victoire. Ma belle-fille, frustrée et déçue, n'avait plus aucun levier. Mon fils, surpris et parfois mal à l'aise, devait constater que les efforts pour me discréditer avaient échoué. Et moi, j'observais le tout, avec une distance tranquille, consciente que la justice avait été rendue sans bruit, avec patience et méthode. Assise dans mon fauteuil, carnet bleu sur les genoux, je relisais chaque note et chaque document qui avait permis ce succès. La victoire n'était pas seulement juridique, elle était morale, personnelle et surtout silencieuse. Elle me rappelait que la patience, la méthode et la vérité sont des armes plus puissantes que la colère ou les cris. Et tandis que le soleil du soir baignait mon appartement, je sus que le moment de la reconstruction était venu. La liberté, la sérénité et le contrôle de ma vie étaient désormais assurés. Je posais ma main sur mon carnet bleu et murmurais, avec une certitude tranquille: le silence peut aussi être une forme de justice. Et Nathélésie. Les jours qui suivirent la confrontation légale
furent empreints d'une tension palpable dans la maison. Ma belle-fille, autrefois si assurée, montrait désormais des signes d'agacement et de frustration. Son sourire confiant avait disparu, remplacé par une nervosité presque constante. Elle avait sous-estimé la solidité de mes preuves et la patience méthodique que j'avais mobilisée pendant des semaines. Chaque mot qu'elle prononçait trahissait sa déception. Chaque geste montrait qu'elle était consciente d'avoir échoué. Mon fils oscillait entre étonnement et malaise. Il avait observé les événements, comprenant peu à peu l'ampleur de la manipulation de sa femme et la solidité de ma défense. Les conversations familiales étaient ponctuées de silences pesants, de regards échangés avec hésitation, et parfois d'éclats de voix. Les alliances vacillaient, les tensions montaient et s'influençaient mutuellement. Mais moi, j'étais calme, observatrice, protégée par la légalité et par la préparation minutieuse que j'avais entreprise. Je passais mes journées à regarder ces interactions depuis mon fauteuil, près de la fenêtre. Chaque dispute, chaque murmure, chaque remarque mesquine était pour moi un témoignage de l'échec de la stratégie de ma belle-fille. Je n'étais plus au centre du chaos. J'étais spectatrice, détachée, consciente que la vérité et la justice silencieuse avaient triomphé. Ma belle-fille tentait encore de contrôler l'atmosphère, de maintenir une façade de confiance, mais ses gestes étaient maladroits. Ses interventions tombaient à plat, ses arguments s'éteignaient face aux faits et aux preuves. Je constatais qu'elle se trouvait désemparée, incapable de restaurer l'autorité qu'elle avait voulu usurper. Son effort pour me faire passer pour dépendante avait échoué, et cela se voyait dans ses regards, ses mouvements et son comportement tendu. Les tensions ne se limitaient pas à elle. Mon fils et certains membres de la famille ressentaient également la pression de cette situation. Chacun tentait de comprendre comment une manœuvre si soigneusement planifiée avait pu échouer. Les conflits mineurs se transformaient parfois en disputes plus vives, révélant la fragilité des relations que j'avais crues solides. Mais, en dépit de ce chaos, je restais calme. J'avais gagné la reconnaissance de ma capacité à gérer mes affaires et ma vie, et cette victoire m'offrait une distance précieuse par rapport au conflit. Pendant ce temps, je retrouvais la tranquillité de mes routines quotidiennes. Préparer mon thé, arroser mes fleurs, organiser mes documents et relire mon carnet bleu redevenaient des gestes de sérénité et non de vigilance. Chaque action était un rappel que je contrôlais ma vie et mon espace, que personne ne pouvait me priver de ma liberté ou de ma dignité. Je passais également du temps avec ma petite fille, qui observait les interactions familiales avec attention et curiosité. Je lui montrais, par mon comportement et mes explications, que la force ne réside pas toujours dans la confrontation ou la colère, mais souvent dans la patience, la méthode et le silence. Ces instants étaient précieux. Ils permettaient à la jeune génération de comprendre l'importance de défendre sa dignité avec intelligence et calme. À mesure que les jours passaient, les tensions familiales commençaient à se dissiper, non pas par pardon ou réconciliation immédiate, mais parce que la vérité et la justice, soutenues par des preuves, et la méthode, s'imposaient naturellement. Ma belle-fille, malgré ses tentatives, ne pouvait plus agir contre moi, et chaque geste de contrôle devenait inutile. La maison, autrefois théâtre de manipulation et d'humiliation silencieuse, retrouvait peu à peu un équilibre, avec moi comme spectatrice tranquille, protégée par la loi et la certitude de ma propre compétence. Chaque soir, je relisais les notes et les observations dans mon carnet bleu. J'y notais les réactions des membres de la famille, les disputes dissipées, les moments de lucidité et de calme retrouvés. Je ressentais une profonde satisfaction. La justice avait triomphé, et je pouvais observer les effets de ma stratégie avec sérénité. Les conflits restaient autour de moi, mais ils n'avaient plus aucun pouvoir sur ma vie, car je savais que j'avais agi avec méthode, patience et lucidité. Je pris conscience, dans ces moments de calme,
que cette période difficile m'avait offert une leçon précieuse. La justice et la vérité ne dépendent pas de la colère ou de l'agitation, mais de la constance, de la patience et de la méthode. Même face aux manipulations et aux tensions familiales, j'avais préservé ma dignité et ma liberté. Et tandis que la lumière du soir baignait mon appartement et que mes fleurs reflétaient les couleurs de la sérénité retrouvée, je compris que cette expérience m'avait rendue plus forte. Les petites humiliations, les manipulations, la signature falsifiée et les tensions familiales avaient toutes été transformées en leçons de vigilance, de patience et de stratégie silencieuse. Ainsi, l'éclatement familial ne me concernait plus directement. Je pouvais l'observer avec lucidité et distance, en sachant que ma victoire juridique et morale m'avait placé au-dessus du chaos. Ma dignité et mon autonomie étaient intactes, et la paix retrouvée dans mon quotidien me permettait de savourer pleinement la liberté et le contrôle de ma vie. Après l'éclatement familial et la victoire légale, j'ai ressenti une étrange légèreté qui m'était inconnue depuis des mois. La tension, les humiliations, la manipulation et la peur s'étaient dissipées. Et chaque matin, je me réveillais avec un sentiment nouveau. Ma vie m'appartenait pleinement. Chaque geste, chaque décision ne dépendait plus des calculs ou des manœuvres de ma belle-fille. J'étais libre, et cette liberté retrouvée avait un goût doux amer, car elle avait été conquise avec patience et vigilance. Je repris mes routines avec une sérénité que je n'avais pas connue depuis longtemps. Préparer mon thé, arroser les fleurs du balcon, ranger mes documents et relire mes carnets étaient désormais des gestes de plaisir, d'affirmation de ma liberté et de ma maîtrise, et non plus de vigilance ou de précaution. Chaque action symbolisait la reconstruction de ma vie et le contrôle retrouvé sur mon espace. Ma petite fille venait souvent me voir. Ensemble, nous partagions des moments simples mais précieux. Lire dans le salon, préparer le thé, observer le jardin et parler de tout et de rien. Ces instants de complicité étaient pour moi des preuves que la transmission de la lucidité et de la dignité était possible, même après les épreuves. Je lui racontais mes expériences, non pour alimenter la rancune, mais pour lui montrer que la patience et la méthode peuvent triompher de l'injustice. Je retrouvais également le plaisir des relations sociales. Des amis de longue date venaient partager café et discussions, renforçant la certitude que ma vie avait de la valeur et que mes choix étaient respectés. Chaque interaction, chaque sourire, chaque moment partagé confirmait que ma liberté n'était pas seulement protégée légalement, mais reconnue socialement. Mes documents et mon carnet bleu, accumulés au fil des semaines de préparation et d'introspection, prenaient une valeur symbolique nouvelle. Ils n'étaient plus uniquement des preuves légales, mais des témoins silencieux de ma constance, de ma patience et de mon autonomie retrouvée. Chaque page, chaque note, chaque relevé bancaire rappelait que j'avais su transformer l'injustice en victoire méthodique et silencieuse. Je me consacrais également à l'organisation et à l'aménagement de mon appartement selon mes choix. Les meubles retrouvaient leur disposition, les documents étaient classés comme je le voulais, et chaque coin de ma maison reflétait ma personnalité et mon contrôle. Cette réorganisation symbolisait ma maîtrise retrouvée, une affirmation quotidienne que personne ne pouvait plus décider à ma place. Les petites joies de la vie quotidienne prenaient une importance nouvelle. Préparer un clafoutis, arroser les plantes, écouter le chant des oiseaux ou simplement sentir le parfum du thé infusé. Chaque geste redevenait une source de plaisir et un rappel concret de ma liberté. Les expériences simples, que j'avais parfois oubliées dans le tumulte de la manipulation, étaient désormais des actes de renaissance et de célébration de la vie. Je repensais souvent à ma belle-fille et à sa tentative de falsification, mais je ne ressentais plus de colère ni de rancune. La certitude que la vérité, soutenue par la méthode et les preuves, avait triomphé, me procurait un calme profond.
La manipulation avait échoué, et je pouvais désormais vivre pleinement sans crainte ni vigilance constante. Les moments passés avec ma petite fille étaient particulièrement précieux. Je lui montrais que la force réside parfois dans le calme et le silence, que l'on peut défendre ses droits sans crier, et que la patience et la rigueur sont souvent plus puissantes que l'agitation ou les éclats de voix. Chaque sourire partagé, chaque geste de complicité, chaque leçon silencieuse renforçait notre lien et la transmission de valeurs essentielles. Je savourais aussi la liberté de décider seule pour moi-même. Chaque matin, chaque choix sur mon emploi du temps, mes activités et mes projets personnels étaient des affirmations de mon autonomie retrouvée. Les gestes simples, comme préparer le thé, classer mes documents ou arranger les fleurs, devenaient des rituels de réaffirmation de ma dignité et de mon contrôle. Mon carnet bleu, compagnon fidèle de ma préparation et de ma vigilance, était désormais un journal de gratitude et de réflexion personnelle. J'y consignais mes observations, mes moments heureux, mes réflexions et mes projets futurs. Chaque ligne était un rappel que j'avais su transformer les épreuves et les injustices en force et sagesse silencieuse. Ainsi, ma nouvelle vie s'installait lentement, mais sûrement. La sérénité, la liberté, le plaisir des gestes simples et le contrôle retrouvé sur ma vie quotidienne étaient désormais mes compagnons constants. J'avais appris à savourer chaque instant, à apprécier les réussites simples et à comprendre que la patience et la méthode permettent de transformer la douleur en victoire durable et silencieuse. Et dans le calme retrouvé de mon appartement, en observant la lumière du soleil illuminer mes fleurs et mes carnets, je compris que la liberté, la dignité et la sérénité peuvent être reconquises, même après les épreuves les plus humiliantes. Chaque geste, chaque sourire, chaque moment partagé avec ma petite fille ou mes amis était la confirmation de ma renaissance. Et tandis que je posais ma main sur mon carnet bleu, témoin silencieux de ma résilience et de ma vigilance, je murmurais pour moi-même. Le silence peut aussi être une forme de justice. Assise dans mon fauteuil, le carnet bleu ouvert sur mes genoux, je regardais la lumière du matin caresser les fleurs sur mon balcon. Chaque rayon semblait tracer un chemin de clarté dans les ombres des semaines passées, où la manipulation et l'humiliation avaient tenté de m'effacer. Tout ce tumulte, toute cette tension, avait laissé place à un calme profond, presque solennel. Je repensais à la découverte de la signature falsifiée, à l'acte de trahison de ma belle-fille, et aux petites humiliations accumulées au fil des mois. Chaque geste, chaque remarque, chaque contrôle subtil, chaque intervention non autorisée, tout cela avait été enregistré, consigné, analysé, chaque note dans mon carnet bleu, chaque relevé bancaire, chaque document officiel, chaque témoignage de ma banquière formait aujourd'hui une muraille de vérité et de justice silencieuse. Je me souvenais de mes nuits blanches, où l'inquiétude et la réflexion se mêlaient, où je décortiquais chaque document et planifiais chaque étape. Cette patience et cette méthode avaient été mes alliés les plus puissantes. Elles m'avaient permis de transformer la peur et l'injustice en stratégies concrètes, et chaque jour passé à organiser mes preuves me rapprochait de la victoire. Le jour de la confrontation légale me revenait en mémoire avec une clarté presque cinématographique. Ma banquière avait témoigné de mon autonomie, mes documents avaient été présentés méthodiquement, et Maître Perrin avait guidé la séance avec précision et calme. Ma belle-fille, autrefois sûre d'elle, était désarmée. Chaque argument qu'elle aurait pu avancer tombait à plat face aux preuves et à la constance de ma préparation. Je n'avais pas crié, je n'avais pas supplié, j'étais restée silencieuse, calme, méthodique, et c'était ce silence, appuyé par les preuves, qui avait imposé la justice. En repensant à cette victoire, je compris que le silence n'était pas une abdication, ni un signe de faiblesse. Il était la manifestation d'une force profonde et méthodique. La justice n'avait pas eu besoin de cris pour s'imposer.
Elle s'était imposée par la vérité, la constance et la preuve. Chaque page de mon carnet bleu, chaque document préparé, chaque témoignage recueilli était devenu des instruments de cette victoire silencieuse. Les jours suivants, je retrouvais ma sérénité. Préparer mon thé, arroser mes fleurs, relire mes carnets et organiser mes documents n'était plus un exercice de vigilance, mais un rituel de plaisir et d'affirmation de ma liberté. Chaque geste quotidien symbolisait ma reconstruction et la maîtrise de ma vie. La liberté et la dignité que j'avais défendues étaient désormais protégées, et je pouvais savourer chaque moment en toute conscience. Ma petite fille continuait de venir, et nos moments partagés étaient empreints de douceur et de complicité. Je lui expliquais, avec des mots simples et des gestes silencieux, que la force peut se manifester dans le calme et la patience, et que la justice peut être obtenue sans éclat de voix. Ces instants étaient précieux, non seulement pour ma paix intérieure, mais pour la transmission de valeurs de lucidité, de vigilance et de dignité. Je pris le temps de contempler les gestes simples de la vie quotidienne, le parfum du thé, la lumière sur mes carnets, le chant des oiseaux, le doux bruissement des feuilles dans le vent. Ces moments, autrefois anodins, étaient désormais des témoins de ma renaissance. Chaque détail me rappelait que j'avais reconquis ma vie, mon espace et ma liberté. Le carnet bleu, compagnon fidèle de mes réflexions et de mes préparations, n'était plus seulement un outil juridique. Il était le témoin silencieux de ma résilience, de ma patience et de ma force tranquille. Chaque page racontait l'histoire d'une femme qui avait su transformer la douleur et l'injustice en stratégie et la trahison en victoire morale et légale. Je me souviens de mes pensées, assise dans le silence de l'appartement. Toute cette bataille, toutes ces étapes, m'avaient appris que la vérité, la méthode et la patience sont plus puissantes que les cris ou l'agitation. La manipulation avait échoué, la trahison avait été confrontée, et ma dignité était intacte. Ce calme retrouvé n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat de ma vigilance, de ma rigueur et de ma persévérance. Et tandis que je posais ma main sur mon carnet bleu, témoin fidèle de toutes ces épreuves et de ma victoire silencieuse, je sus que le moment était venu de clore ce chapitre de ma vie. La liberté, la sérénité et la maîtrise de mes choix étaient désormais définitives. La justice avait été rendue, non pas par la force ou le tumulte, mais par la patience, la méthode et la preuve. Je fermais les yeux un instant, respirais profondément et murmurais pour moi-même. Le silence peut aussi être une forme de justice. Ces mots, simples mais puissants, résumaient tout. Ils reflétaient la victoire de la patience sur la trahison, du calme sur la manipulation, de la méthode sur l'injustice. Et dans ce silence, j'avais trouvé ma force, ma liberté et ma paix intérieure.